Messieurs, mes chers collègues, si vous le voulez bien, je vais demander au secrétaire de faire l'appel des présents. Alors l'appel. Richard Mallier. Présent. Amapola Ventron. Marie-Odile Armandon. Présente, elle est là. Oui. Voilà. Oui. Bon, Mathieu Pietri. Présent. Monique Salmon. Roger Mossé. Corinne Lemeu. Pouvoir. Edmond Otedjian. Présent. Édouard Alexander. Mathieu Morateur présent. Claude Lampeau. Armand Chamelin. Claudine Achintre. Colette Toulec. Dominique Bièche. Roger Wex. Là. Yann Pertuizel. Geneviève Martin. André Gauthier. Pouvoir. Véronique Garnier. Catherine Bienfait. Marie-Christine Rodriguez. Stéphane Piracini. Patrice Lanzon. Joseph Cassaro. Marie-Pierre Vitiello. Vanessa Brescia. Christine Sicardi. Sylvie Brout. Marie-Christine Oberlinkels. Jean-Marc Bretin. Alain Dubois. Et Véronique Bianchi. Bien, merci Monsieur le secrétaire. Nous avons un ordre du jour complémentaire, donc je vais vous demander d'approuver l'urgence. C'est une bricole, simplement c'est un dossier qui traîne depuis quelques semaines et qui a été oublié dans l'ordre du jour. Donc si vous voulez, si vous ne voulez pas, écoutez, accepter l'urgence, on le verra à un autre moment, mais sachez que l'administré qui est en cause, enfin, du moins qui est la victime de ça, mais il ne sera pas content. Voilà. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec cet ordre du jour complémentaire? Est-ce qu'il y a des votes contre? Il n'y en a pas. Abstention non plus. Je vous remercie. Bien, mesdames, messieurs, mes chers collègues, tout d'abord, je souhaitais remercier tous les acteurs qui ont contribué à la 30e édition des Boucles Bel Air le 3 mai dernier. Ces 3 décennies, puisque ça fait 3 décennies qu'elles existent, de passion de la course à pied se voient consacrées par un record de participation, puisqu'il y a eu plus de 550 participants qui ont arpenté notre forêt communale. Toujours dans les exploits sportifs, je voudrais féliciter nos équipes de handball pour la saison accomplie avec la montée en division supérieure de l'équipe masculine et le formidable niveau, que vous connaissez tous, de l'équipe féminine. Le handball n'est pas le seul à porter haut les couleurs de la ville, puisque l'AS Boucles Bel Air a également, tout au moins chez les U15, a également réalisé une saison exemplaire en mon honneur, et elle finit première au terme d'un dernier match victorieux et donc championne de sa catégorie. Elle se hisse ainsi dans la catégorie supérieure, la pré-excellence. Et enfin, comme le veut le dicton jamais 203, nous pouvons aussi féliciter notre équipe senior féminine de basket, actuellement 3e de la division pré-nationale, et le club dans son ensemble pour ses résultats. Il sera d'ailleurs examiné ce soir des demandes de subventions exceptionnelles de la part de certaines associations sportives. Nous pouvons être fiers de nos sportifs bouquins qui font honneur à notre commune et être redevables auprès de l'ensemble des bénévoles sans qui ces exploits ne sauraient être possibles. Côté culturel, nos artistes ont illuminé par leur créativité les amateurs d'art. Cette démonstration de talent et de diversité a commencé au château avec l'exposition de printemps par Sculpture et Art du Feu, remplacée depuis vendredi dernier par l'exposition Handy Art, Histoire de rencontre, mise en place par l'association de la Chrysalide. Vous savez, cette association qui s'occupe de personnes handicapées et qui est présente depuis plus de 30 ans sur la commune, puisque le CAT des Ormeaux et le foyer des Acacias existe depuis, je crois, 80 ou 81. Donc, vous voyez, ça fait quand même quelques décennies. En extérieur cette fois, et sous le beau soleil du dimanche 18 mai, le club Boucles Bel Air a dévoilé une multitude de peintures sur la place du village
pour venir lui apporter un peu plus de couleur. Enfin, l'exposition de l'association Étincelle 2000, au profit des personnes handicapées, a rencontré un vif succès dans la bastide de la Salle et donne une belle leçon de solidarité. Je réitère également mon soutien à toutes les victimes de la Seconde Guerre mondiale et rends hommage à tous ces hommes et ces femmes tout à fait ordinaires, mais qui ont fait des choses extraordinaires, telles que notre bouquin Reine Chouraki. Je vous remercie pour eux de votre présence le 8 mai dernier pour commémorer le 69e anniversaire de la victoire des forces alliées contre la barbarie nazie. J'espère que vous avez pu vous promener cette fin de semaine dans les jardins d'Albertas dans le cadre de la 22e édition de la Journée des plantes pour admirer les richesses de la nature. Elles entrent bien dans le cadre de notre projet Vie Nature et je me félicite pour sa part aujourd'hui d'avoir dit oui et d'avoir aidé à l'organisation de ces Journées des plantes il y a de cela maintenant 21 ans. Aussi, je vous propose de participer au recensement de cette biodiversité. Vous tous, en prenant des photos des espèces animales et végétales que nous devons protéger dans le cadre de notre futur plan local d'urbanisme. N'hésitez pas à participer à la protection environnementale de notre ville pour stopper l'urbanisation galopante et faire de Bouc-Bel-Air le poumon vert de la future métropole. Vous pouvez, à partir de ce soir, envoyer la photo avec le lieu exact où elle a été prise d'une espèce caractéristique de notre biodiversité à protéger et l'envoyer par courriel à l'adresse suivante ville-du-6 nature@boucbelair.com. L'adresse sera d'ailleurs rappelée sur la vidéo du conseil municipal qui sera sur le site de la ville et dans quelques jours, je crois que c'est à partir de jeudi, non jeudi c'est férié, donc c'est ou mercredi ou vendredi, je ne sais pas, mais vous pourrez tous le voir. C'est ensemble que nous bâtirons notre ville nature. Vos précieuses informations nous aideront non seulement à renforcer écologiquement notre plan local d'urbanisme, mais aussi à répondre à l'appel à candidature de la région, La nature dans la ville, qui vous sera proposé ce soir. Le conseil municipal de ce soir va d'ailleurs présenter le nouveau règlement intérieur qui consacre la transparence et la concertation. Et pour toujours plus de concertation, il vous sera proposé la création de plusieurs commissions municipales et extra-municipales pour ne négliger aucune préoccupation des bouquins. Nous allons également débattre de la question des rythmes scolaires. Et je souhaiterais préalablement rappeler le contexte et l'historique avant que nous en discutions. En effet, souvenez-vous, à peine élue, même pas installée, l'inspectrice de l'Éducation nationale nous a fixé un délai de 48 heures pour proposer un aménagement des temps périscolaires. L'équipe précédente, n'ayant certainement pas jugé très important le sort de 1300 enfants face au risque de perdre une élection. Ainsi, en seulement 24 heures, nous avons assumé nos responsabilités et relevé le défi avec une proposition faisant l'unanimité. Mais voilà que le remaniement ministériel met en place le nouveau ministre qui s'empresse de compliquer une réforme déjà synonyme de bric-à-brac pour un soi-disant rapport de flexibilité. La proposition initiale ne prenait cependant pas en compte la contrainte des transports scolaires gérés par la communauté du Pays d'Aix, CPA. En effet, cette composante n'avait pas fait l'objet de remarques durant la phase de concertation, par aucun participant, et fait défaut à la première proposition. La nouvelle proposition faite ce soir le prend en compte en modifiant les heures de sortie scolaire. Or, elle ne fait pas l'unanimité. Il apparaît qu'après concertation, il est impossible de concilier les intérêts des instituteurs, les préoccupations des parents et les contraintes matérielles. Aussi, pour ma part, je refuse d'imposer un aménagement des temps périscolaires sans un consensus auprès des différents acteurs dans le respect de la concertation qui m'est chère. J'ai toujours assumé mes responsabilités et il est temps que notre gouvernement en fasse de même. Cette réforme est la preuve même de l'incompétence et de l'irresponsabilité de ses auteurs. À l'heure du remboursement de la dette nationale et des économies, comment pouvons-nous appliquer une réforme
qui coûterait à la commune 140 à 180 000 euros par an. Comment pouvons-nous dire à nos associations que nous allons les priver de revenus à cause de leur créneau du mercredi matin, spoliés par l'école? Comment trouver assez de personnel qualifié qui accepterait de venir travailler quelques heures par jour pour animer les fameux temps d'activité périscolaire, les TAP? Cette réforme est tout simplement une bévue inacceptable d'un gouvernement à la dérive dont nous ne devons pas être les victimes. Mais Amapola Ventron vous en parlera tout à l'heure. Pour nous, l'intérêt de l'enfant est primordial et nous vous ferons une proposition. Nous nous pencherons également sur diverses dispositions relatives au fonctionnement courant de la mairie, notamment en termes de ressources humaines, pour terminer avec du développement durable. Enfin, je rappelle à nos jeunes sportifs de ne pas oublier leur baguette magique en plus de leurs muscles pour le week-end prochain au gymnase Guidrut, où se déroulera Mission Impossible, édition 2014, à l'école des sorciers. Nos sportifs un peu moins jeunes, dont on peut faire partie évidemment, n'auront pas à être jaloux puisque eux aussi pourront s'affronter sportivement et culturellement autour des épreuves spécialement conçues pour la quatrième édition du Grand Défi, le dimanche 22 juin. La célèbre finale avec les vachettes se déroulera sur le stade du Moussou et la journée sera clôturée par un aioli offert par la ville à tous les participants. Alors pour ceux qui aiment l'aioli, venez participer. Et je vous dis aussi que les inscriptions sont encore possibles auprès du service des sports. Pour les amateurs de photos, le château accueille l'exposition Luminance 2014, mise en place par la DSB du 29 mai au 10 juin. Je vous donne également rendez-vous dimanche 8 juin à 11 h devant le monument du théâtre des opérations extérieures à la Salle pour célébrer la journée nationale d'hommage aux morts pour la France. Notez également qu'une journée de commémoration de l'appel historique du 18 juin 40 se déroulera le mercredi 18 juin à 18 h devant le monument de la Croix de Lorraine, pas très loin d'ici. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire là-dessus. L'ordre du jour, donc appel au premier point, qui est l'adoption du compte-rendu de la séance du 30 avril 2014. Je rappelle que c'est un compte-rendu qui est très succinct, dans la mesure où tous les conseils municipaux sont filmés, et on peut les voir après, 3-4 jours après, sur le site de la ville. Est-ce que vous avez des questions sur ce compte-rendu qui vous a été adressé? Pas de questions. Je mets au voie le compte-rendu. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie. Venons-en maintenant à la délibération, enfin au point numéro 2 de l'ordre du jour, c'est le règlement du conseil municipal, que vous avez donc reçu avec la convocation. Est-ce que vous avez des remarques là-dessus? Je vous écoute, madame. Non, prenez, parce que comme ça figure sur le... Il faut enregistrer. Autrement, on pouvez en parler, mais on n'entendra rien. Par contre, s'il vous plaît, nos oreilles, vous êtes gentils, où sont les haut-parleurs? Les haut-parleurs. Ça va. Oui, monsieur le maire. Voilà, alors afin que l'opposition ait le temps de préparer correctement les conseils municipaux, nous sollicitons que nous soit envoyés 10 jours avant, si possible, puisque 5 jours francs, c'est le temps, on va dire, limite. Est-ce que 10 jours avant, vous pourriez nous faire parvenir les documents de synthèse ainsi que l'ordre du jour des conseils municipaux? Ça nous permettrait de travailler un petit peu plus en amont. Écoutez, chère madame, la loi nous oblige à 5 jours francs. On en restera à la loi, autrement on va avoir d'une lourdeur phénoménale en ce qui concerne le conseil municipal, premièrement. Et deuxièmement, simplement, vous me faites sourire parce que j'ai eu l'occasion d'être dans l'opposition pendant un mandat, donc à votre place, avec un maire qui était un de vos amis politiques. Et dites-vous bien qu'à l'époque, je recevais l'invitation pour le conseil municipal 3-4 jours avant, et l'ordre du jour était remis en séance. Il y avait quand même un ordre du jour qui était remis en séance, mais on n'avait même pas de dossier ni de note de synthèse. Alors, c'est comme ça depuis maintenant, je pense, 20 ans. C'est pas parce que vous êtes là qu'on va changer des choses
qui se font depuis 20 ans. C'est comme ça dans toutes les communes. On ne va pas alourdir au niveau du conseil municipal. C'est déjà suffisamment lourd, si vous voulez, pour qu'on arrive à avoir une semaine avant l'ordre du jour, les notes de synthèse et les dossiers. Donc on ne peut pas encore alourdir en passant 10 jours pour vous faire plaisir. Bon, je vous signale tout simplement que ça se fait dans d'autres communes, mais c'est pas grave. On note que vous ne pouvez pas. Si je peux me permettre, monsieur le Mais maire. je vous en prie. En revanche, serait-il possible d'avoir une version électronique en même temps que la version papier? Je crois qu'on en avait parlé. On l'avait dit, d'ailleurs tout le monde devrait avoir la version électronique, mais pour l'opposition, doublée par une version papier. Donc, je m'aperçois que vous n'avez même pas la version électronique. Absolument. Eh bien, écoutez, alors 1000 excuses pour ça. Je pensais que tous les élus municipaux avaient la version électronique. J'avoue que je suis surpris. Pourquoi vous aurez aussi la version papier? Parce que j'ai eu l'occasion d'avoir dans l'opposition des amis politiques, et chaque fois ils ne recevaient rien. Donc je préfère que les choses soient claires, doublées, pour être sûr qu'ils reçoivent, puisque je m'envoyais même des lettres recommandées avec la réception. Ça m'emmerdait, excusez-moi l'expression, parce qu'ils devaient aller à la poste. Bon, voilà. Oui, pour moi, les choses sont claires. Je vous remercie, c'était un engagement et ça nous permet de gagner un jour. Donc entre 5 et 10, on passe à 6 et ça nous ira très bien. Merci. Très bien. Bon. Alors on me dit que tant que le règlement intérieur n'est pas voté, vous voyez la lourdeur, tant que le règlement intérieur n'est pas voté, on applique la règle stricto sensu. Donc je vous propose, c'est ce qui figure dans le règlement intérieur, que vous receviez par électronique, ça nous coûtera moins cher aussi à la commune, c'est un beau geste qu'il faut faire, de l'envoyer par électronique, puisque de nos jours, on est au XXIe siècle. Donc c'est accordé sans problème. Ensuite, oui, monsieur Bièche. Je vais lui donner le micro. Et bonsoir, moi je vous propose quelques modifications de rédaction de ce règlement intérieur. Dans le chapitre 6, dispositions diverses, en son article 31, bulletin d'information générale, au premier alinéa, il est dit « L'opposition sera formée par les membres élus à la suite des élections municipales de mars 2014 de la liste Bouc-Bel-Air pour tous ». Donc de rajouter par analogie, la majorité sera formée par les membres élus à la suite des élections municipales de mars 2014 sur la liste Mieux vivre à Bouc-Bel-Air. C'est quel article, monsieur? 31, page 16. Ensuite, un petit peu plus bas. Pardonnez-nous, on était en train de chercher l'article, vous pouvez... Bien sûr. Donc dans la rédaction initiale, il était dit l'opposition sera formée par les membres élus à la suite des élections municipales de mars 2014 de la liste Bel-Air pour tous. Donc par analogie, je propose de rajouter la majorité sera formée par les membres élus à la suite des élections municipales de mars 2014 sur la liste Mieux vivre à Bouc-Bel-Air. Un petit peu plus bas, la répartition est la suivante, c'est de substituer au terme page internet le terme espace internet, qui est une terminologie plus appropriée au langage internet. Ça résonne trop, De même pour, alors je ne sais pas si vous allez le trouver en page 16 ou en page 17, tout en haut de la page, de mettre également espace internet au lieu de page internet pour la partie Bouc-Bel-Air. Enfin, au dernier alinéa de cet article, il est inscrit en ce qui concerne le site internet, les articles devront être soumis à l'administrateur du site 2 semaines avant la date de publication souhaitée. Le contenu fera l'objet d'une publication mensuelle qui se substituera à la précédente. Voilà, donc de rajouter la phrase par rapport à la version initiale, le contenu fera l'objet d'une publication mensuelle qui se substituera à la précédente. C'est-à-dire que le nouveau texte écrasera l'ancien. Il y a des remarques sur cette proposition?
Il n'y en a pas. Je ferai quand même remarquer au hasard que malgré un score qui est de 69-31, on vous a quand même proposé 2 tiers, 1 tiers. Et en fait, vous avez 1 tiers de la surface. Ben, vous ne le dites pas, moi je me fais plaisir à le dire. C'est comme ça que les choses sont claires. Donc, ce qui veut dire que Mme Osterling, on ne peut même pas attendre merci. On vous remercie. Voilà. Ce qui dit est mieux, parce qu'on a un premier conseil municipal qui nous reste un peu dans l'oreille, quoi. Je veux dire, voilà. Donc, les choses, on est là pour vivre 6 ans ensemble pour le bien de cette commune. Donc, je crois qu'à un moment donné, il faut le reconnaître. Puisqu'on parle encore, ce serait bien qu'on arrête aussi, parce qu'on a l'impression que quand vous intervenez très souvent, vous êtes encore en train de régler vos comptes avec l'ancienne municipalité, par exemple. Donc, il y a souvent ce petit trémolo de vengeance. Alors, c'est sûr que c'est resté ce discours du 5 avril, mais j'ai aussi en mémoire ce qu'a dit notre doyenne concernant « c'est une vengeance ». Richard va pouvoir régler ses comptes. C'est ce qu'elle avait dit aussi dans le discours. Donc, de temps en temps aussi, j'aimerais bien qu'on arrête de faire le procès d'une municipalité ou de d'autres municipalités que nous n'avons pas vécu ce temps-là. Donc, on est aujourd'hui là pour travailler ensemble, on va avancer. Et donc, ce serait bien aussi que, de part et d'autre, des petites remarques. Parce que vous venez de nous faire une remarque sur, quand vous êtes arrivé en 89, je ne sais plus, vous étiez dans l'opposition, et ça se passait comme ça. Voilà. Mais vous êtes aujourd'hui au pouvoir, et vous pouvez aussi changer les choses. Et c'est très bien. C'est ce que je vous propose. Voilà. C'est pour ça que quand je vous dis que vous avez plus que la surface qui vous serait attribuée normalement sur les publications, bon, la moindre des choses, c'est que vous le reconnaissiez, vous ne le reconnaissez même pas. Donc permettez-moi de le dire, puisque vous ne le reconnaissez pas. C'est pas qu'on ne le reconnaît pas, on vous a simplement demandé un petit peu plus. Bon, vous nous avez dit non, ça va, c'est bon, on a acté. Non, mais je veux dire, on vous donne plus, vous ne le reconnaissez pas. Donc d'accord, c'est toujours plus, mais bon, en l'occurrence, on a quand même la loi qui nous gouverne, donc appliquons la loi, et si on applique la loi, écoutez, vous ne serez pas à 1500 signes, vous serez à moins, puisque vous n'aurez que 39% des 4500. Bon, plus de questions là-dessus, donc on considère que je mets aux voix le règlement intérieur. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc unanimité, merci. Oui, il faut se dire merci. Alors, délibération suivante, il s'agit de l'indemnité des anciens élus. Ah, si on écoute Madame Berlinkels, on ne va pas pouvoir en parler. Et je suis navré, mais je suis quand même obligé d'en parler, parce que... Voilà, merci, c'est gentil de me faire en tête d'en parler. Donc je rappelle simplement une chose, c'est que l'équipe précédente a décidé le lundi qui suivait le premier tour des élections municipales, vu les résultats, a décidé de ne pas présenter sa candidature, de ne pas redéposer la liste au deuxième tour. Ça, c'est son... Après tout, c'est la démocratie, elle peut le faire comme ne pas le faire. Mais par contre, ils ont décidé de ne plus s'occuper de la commune. Or, simplement vous faire remarquer que le deuxième tour des élections municipales, après, il reste encore une semaine avant l'installation du conseil municipal, puisque l'installation du conseil municipal doit se faire du vendredi matin au dimanche matin, dans ce laps de temps-là. Donc, entre autres, alors que le code électoral les obligeait, il n'a pas été tenu de bureau de vote, sauf un de la majorité précédente, non, deux de la majorité précédente, un qui lui n'était pas indemnisé parce qu'il n'avait pas de délégation, et qui quand même est venu tenir les bureaux de vote. Non. Attends, et un autre, en fait, pardon, tu as raison. Il y en a un qui était conseiller délégué, donc ce titre-là avait une indemnité, qui est venu tenir le bureau de vote. Et puis, il y a d'autres membres de la majorité municipale de l'époque
qui certains étaient candidats sur notre liste et sont aussi élus, donc qui ont tenu les bureaux de vote, mais il a fallu compléter. Bon. Donc on a, en l'espace de 48 heures, même pas, on a essayé de faire avec les services, alors que nous n'avions aucune compétence et aucune responsabilité là-dedans, il a bien fallu qu'on parte au plus pressé. C'est pour ça que je vous demande tout simplement de demander aux percepteurs de récupérer cette somme, la somme des indemnités qu'ils ont touchées indûment, puisqu'ils n'ont pas assumé le minimum de ce qu'ils avaient à faire et l'obligation légale de ce qu'ils avaient à faire. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que j'ai été suffisamment clair? Bon, pas de questions? Eh bien, écoutez, donc je mets aux voix cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? 5 abstentions, donc majorité. Ok, merci. Modification de l'application de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales. C'est simplement un article qui a été voté au dernier conseil municipal, c'est ça, monsieur le au dernier conseil municipal, où on avait mis 1 million d'euros pour la ligne de trésorerie. Vous savez que la ligne de trésorerie nous permet, en fonction de la trésorerie et en fonction des centimes qui vont rentrer tous les mois, d'actionner ou pas, si on en a besoin, pour passer une échéance. Donc il vous est demandé de la porter à 2 millions. On s'est rendu compte, entre autres, dans le dossier du pôle jeunesse, qui coûte quand même 7 millions hors taxe, qui est évalué à 7 millions hors taxe. En tout cas, le marché qui a été signé, c'est 7 millions hors taxe par la SPLA. Donc hors taxe, ça veut dire 20%, 1,4 million de TVA. Et je vous rappelle que cette TVA, mes chers collègues, on ne la récupérera qu'en 2016, contrairement aux autres marchés que l'on peut avoir, où c'est facturé tout au long du chantier, et ces factures tout au long du chantier fait que le FCTVA, l'année d'après, nous permet de récupérer. Là, il faudra qu'on rentre cet équipement dans le patrimoine communal en 2015, après la livraison, évidemment, on ne peut pas le faire avant, vous en doutez, pour pouvoir récupérer notre TVA en 2016. C'est pour ça qu'il vous est demandé de porter, entre autres, de 1 million, c'est une possibilité, dont évidemment le maire vous rendra compte, puisque ça sera par arrêté du maire, donc il vous rendra compte à chaque conseil municipal, et vous pourrez, à loisir, en faire des commentaires. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Pas de questions. Donc je mets au voie cette délibération. Voix contre, il n'y en a pas. Abstention non plus. Unanimité, merci bien. Alors ensuite, nous sommes à l'élection des représentants pour la commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées. Alors, nous avons donc 5 à désigner, 5 représentants pour la commune, et après par arrêté du maire, 5 représentants, les associations de personnes handicapées ou d'usagers. Ça sera par arrêté du maire, mais donc je vous propose sur les 5 représentants de la commune, je vous en propose, je propose, si vous le voulez bien, une place pour l'opposition. Mais attendez, vous la prenez d'accord, mais donnez-moi un nom. Pour te dire, on pensait que vous alliez... on est surpris, mais merci de la proposition. On ne pensait pas avoir une proposition. Mais écoutez, nous on joue la transparence, je l'ai dit, c'est bon. Donc, double merci, monsieur. Non, mais ok, mais donnez-moi un nom. Vous me dites merci, vous pouvez le dire une fois, c'est bon, j'ai compris, mais donnez-moi un nom. Madame Berlinkel, très bien. Alors pour la majorité, donc j'ai 4 noms. Donc j'ai évidemment
le délégué aux personnes handicapées, Yann Pertuzel. Je propose Edmond Etéjean. Je propose Armand Chamelin. Et puis donc, moi-même. Permettez-moi, on va changer, je vais plutôt remplacer Madame Dubois. D'accord. Donc Edmond Etéjean, Armand Chamelin, donc on a dit, Yann Pertuzel, Colette Toulec, ça en fait 4, et voilà. Et Monsieur Dubois dans l'opposition. On est d'accord? Alors, si on est d'accord, on continue. On en est à la commission consultative des services publics. Écoutez, on a désigné 4 personnes de la majorité et 1 de l'opposition. Si vous voulez qu'on vote, on va voter à bulletin secret, puisqu'on est en nominatif. Vous êtes d'accord? On considère que l'élection a eu lieu à bulletin secret. Ensuite, commission consultative des services publics locaux. Donc, il faut désigner ses membres. Alors là, nous en avons 5. Nous en avons 5, et je vous ordonne excusez-moi. Oui, j'ai refermé sur chaque. Merci. Donc, je vous propose aussi une place pour l'opposition. Donc, Madame Bianchi, Véronique, et je vous propose sur la majorité, Christine Sicardi, Mathieu Pietri, Geneviève Martin et Mathieu Morateur. Nous sommes d'accord? Pas d'opposition? Très bien. Alors, ensuite, nous avons le renouvellement des membres de la commission communale des impôts directs. Alors, vous avez reçu la synthèse. En fait, là, c'est un peu compliqué parce qu'il faut que nous ayons un représentant propriétaire de bois ou forêt, nous ayons un propriétaire sur la commune, mais non électeur et non résident sur la commune, mais propriétaire sur la commune, et il faut que nous ayons un certain nombre de personnes non élues évidemment qui soient proposées. Nous avons 16 titulaires et 16 suppléants. Donc j'ai une liste de 16 titulaires et 16 suppléants correspondant à ça. Voilà. Donc est-ce qu'il y a d'autres candidatures à proposer? Non. Alors je vais mettre aux voix donc 7. Alors vous voulez que je vous donne les noms? Alors, pour les titulaires, après, parmi ces 16, 8 seront tirés au sort par les impôts. Ok? Arnardi Jean-Pierre, qui habite à Domaine de la Salle, en Pablo Picasso. Briez Lionel, qui habite rue Chateaubriand à la Salle. Cognard Claudine, qui habite avenue du 8 mai. Coutel Annie, qui habite rue de Versailles. Dalfolo Serge, qui habite boulevard Charles-Roux à Saucé-les-Pins. Dupuis France qui habite à la Grande Vigne, boulevard au Soleil, Fall Charlotte qui habite chemin Dominique Chardonnay, Fourès Yvette qui habite à l'Escandiado, Godard François qui habite au chemin du Garnement, Gouzien Aline qui habite impasse de la Chapelle, Auxerre Alain qui habite à la Source, Le Grand Pierre qui habite chemin forestier des Toupins, Magnan Alain route de la Gardure, Mussy Jean-Pierre qui habite au Haut-de-Malberg, Maris Pascal qui habite à la Gardure, et Ventron Frédéric qui habite au quartier Leymort. Comme suppléant, je vous propose Berliner Randolph qui habite à Ville-de-Croix-d'Or à Sambaki, Bonaric Jean-Jacques qui habite rue Victor Gelu à la Salle,
Coligny-Josiane qui habite 69 les Platanes, Depastre Philippe qui habite 346 Cours du Ferrage, Michel de Prater qui habite au Clos des Pins, Fanny Kérès qui habite Avenue Thiers, Claude Laine qui habite Louis-David, rue Louis-David à La Salle, Albert Lorenzati qui habite rue du Valat, Bernard Mosnier qui habite à domaine de Vaunières, René Mossé qui habite au chemin du Garlaban, Maurice Nal qui habite au Mas des Acacias à Perfuguette, Paulet Marga qui habite chemin du Cougnaou, Christian Sénator qui habite un lotissement Sparagus, Patrick Sicardi qui habite rue Fernand Canubio, Victor Sorbi qui habite 800 rue Diderot à La Salle, et Stéphane Soulier qui habite au hameau de Valavre à Gardanne. Donc qu'est-ce que vous voulez qu'on vote à bulletin secret? C'est gentil. Surtout qu'il y a 32. Ok, donc qui s'oppose à ces deux listes de titulaires et suppléants? Pas d'opposition, abstention non plus, unanimité, je vous remercie. Alors ensuite nous avons le renouvellement des membres de la commission communale des impôts directs. Alors, vous avez reçu la synthèse. En fait, là, c'est un peu compliqué parce qu'il faut que nous ayons un représentant propriétaire de bois ou forêt, nous ayons un propriétaire sur la commune, mais non électeur et non résident sur la commune, des propriétaires sur la commune, et il faut que nous ayons un certain nombre de personnes non élues évidemment qui soient proposées. Nous avons 16 titulaires et 16 suppléants. Donc j'ai une liste de 16 titulaires et 16 suppléants correspondant à ça. Voilà. Donc est-ce qu'il y a d'autres candidatures à proposer? Non. Alors je vais mettre aux voix donc 7. Alors vous voulez que je vous donne les noms? Alors, pour les titulaires, après, parmi ces 16, 8 seront tirés au sort par les impôts. Ok? Arnardi Jean-Pierre, qui habite à Domaine de la Salle, en Pablo Picasso, Briez Lionel, qui habite rue Chateaubriand à La Salle, Cognard Claudine, qui habite avenue du 8 mai, Coutel Annie, qui habite rue de Versailles, Dalfolo Serge, qui habite boulevard Charles-Roux à Saucé-les-Pins, Dupuis France qui habite à la Grande Vigne, boulevard au Soleil, Fall Charlotte qui habite chemin Dominique Chardonnay, Fourès Yvette qui habite à l'Escandiado, Godard François qui habite au chemin du Garlaban, Gouzien Aline qui habite impasse de la Chapelle, Rosaire Alain qui habite à la Source, Le Grand Pierre qui habite chemin forestier des Toupins, Magnan Alain route de la Gardure, Mussy Jean-Pierre qui habite au Haut-de-Malberg, Maris Pascal qui habite à la Gardure, et Ventron Frédéric qui habite au quartier Leymort. Comme suppléant, je vous propose Berliner Randolph qui habite à avenue de la Croix d'Or à Sambaki, Bonaric Jean-Jacques qui habite rue Victor-Gelu à La Salle, Coligny-Josiane qui habite 69 les Platanes, Depastre Philippe qui habite 346 Cours du Ferrage, Michel de Prater qui habite au Clos des Pins, Fanny Kérès qui habite avenue Thiers, Claude Laine qui habite Louis-David, rue Louis-David à La Salle, Albert Lorenzati qui habite rue du Valat, Bernard Mosnier qui habite à domaine de Vaunières, René Mossé qui habite au chemin du Garlaban, Maurice Nal qui habite au Mas des Acacias à Perfuguette, Paulet Marga qui habite chemin du Cougnaou, Christian Sénator qui habite un lotissement Sparagus, Patrick Sicardi qui habite rue Fernand Canubio, Victor Sorbi qui habite 800 rue Diderot à La Salle, et Stéphane Soulier qui habite au hameau de Valavre à Gardanne. Donc, est-ce que vous voulez qu'on vote à bulletin secret? C'est gentil. Surtout qu'il y a 32. Ok, donc qui s'oppose
à ces deux listes de titulaires et suppléants. Pas d'opposition, abstention non plus, unanimité. Je vous remercie. Ensuite, nous avons élection des délégués du conseil municipal au conseil d'établissement des institutions sociales et médico-sociales. En fait, c'est simplement la chrysalide qui est sur notre commune, j'en ai parlé tout à l'heure. Là, donc, je vous proposerai, parce que je crois qu'il y a un seul poste, il n'y a même pas de titulaire ou de suppléant, c'est ça? Donc, et en plus, le représentant de la commune à voix consultative. Est-ce qu'il y a des candidats? Moi, j'ai de la part de la majorité une candidature, c'est celle de Yann Pertuzel. Est-ce qu'il y a une autre candidature? Il n'y en a pas d'autre. Bon, on ne fait pas un bulletin secret, vous êtes d'accord? On considère vote contre, abstention, unanimité. Bravo Yann Pertuzel, unanimité. Alors, mes chers collègues, je vous propose de créer des commissions conformément à notre règlement intérieur que nous avons adopté tout à l'heure. Je vous propose tout d'abord une commission municipale qui sera celle de l'attribution des logements sociaux. Donc, 5 membres du conseil municipal, en plus du maire évidemment. Je vous propose de donner un poste à l'opposition, Madame Oberlin-Kels, et pour la majorité, je vous propose les noms de Monique Salomon, Véronique Garnier, Catherine Bienfait, Edmond Etégian, heureusement qu'il y a Edmond Etégian, parce que moi je me sentirais bien seul parmi toutes ces femmes. Les commentaires sont interdits, ma chère présidente. Est-ce que cela vous convient? On ne doit pas voter un bulletin secret, c'est parfait. Très bien, je vous remercie. Sur 2 commissions extra-municipales. La première concerne la petite enfance. La petite enfance, je vous propose, donc extra-municipal, je vous propose 5 représentants du conseil municipal, donc 4 de la majorité, 1 de l'opposition. Ça vous convient? Et c'est bien, vous proposez tout de suite une candidature. Donc, pour l'opposition, Madame Véronique Bianchi, et pour la majorité, Marie-Christine Rodriguez. Ah, pardon, je me trompais de lettre. Non, je me trompe de ligne, c'est là. Logement social. Non? Ah non, c'est ça. Non, président, enfin, Marie-Christine Rodriguez, Patrice Lanzon, Claude Lampeau et Colette Toulec. Et Véronique Bianchi pour l'opposition. Est-ce que cela vous convient? On considère que c'est un vote à bulletin secret et qu'il y a l'unanimité. Je vous remercie. Ensuite, nous avons une autre commission extra-municipale, celle du patrimoine. Donc évidemment, elle comprendra 5 membres du conseil municipal. Je vous propose donc de laisser une place à l'opposition. Jean-Marc Breton. Jean-Marc Breton. Parce qu'il n'est pas là. Parce qu'il n'est pas là. Voilà. J'ai son pouvoir, donc je le désigne. D'accord. Alors, en plus de Jean-Marc Breton et du maire évidemment, nous noterons Monique Salomon, Mathieu Morateur, Patrice Lanzon et Marie-Odile Armando. Non, alors oui, alors donc c'est pas moi, c'est Mathieu Pietri qui l'a pris. Alors voilà, on a rétabli voilà pour les commissions que je vous ai proposées. Il pourrait y en avoir d'autres après. Hein. Bien, on va changer, ça va reposer un peu ma voix, on va changer de rapporteur puisque je vais passer la parole au premier adjoint pour l'augmentation de la tarification journalière de l'ALSH, la Graciane. Hop, la parole. Merci, monsieur le maire. Voilà. Chers collègues, je vous propose donc d'augmenter d'environ 2,5% les tarifs du CLSH.
C'est donc depuis 2012 que cette augmentation a lieu. Et donc, ce qui fait passer le tarif le plus bas de 7,20 € à 7,40 €, ensuite de 11,25 € à 11,50 €, de 12,30 € à 12,60 €, de 13,35 € à 13,70 €. Ensuite, les hors communes, nous sommes obligés par la CAF de mettre deux tarifs, donc de suivre donc, les quotients familiaux, de 13,35 € à 13,70 € de 18,45 € à 19 €. Pour compléter mon information, je vous indique donc que sur notre commune, nous avons 5,6% des familles qui sont à 7,20 € aujourd'hui, donc au tarif actuel, que nous avons 2,2% qui sont à 11,25 €, que nous avons 2,2% qui sont à 12,30 € et que 89% des familles sont à 13,35 €. Donc 13,35 € qui deviendrait donc 13,70 €. Nous avons 1%, soit 5 dossiers d'enfants extérieurs qui sont à 18,45 € qui vont passer à 19 €. Et voilà. Question. Oui, j'avais une question, s'il vous plaît. Lors du précédent, du premier... Oui, merci. Donc j'avais une question. Lors d'un précédent conseil, l'opposition était contre la baisse des impôts. Et aujourd'hui, enfin, à travers cette note de synthèse et votre explication, donc vous nous expliquez qu'il est temps maintenant d'augmenter la tarification journalière. Donc j'aimerais comprendre quelle est la démarche. Si d'un côté on arrive à baisser les impôts sur un certain nombre de choses qui vont toucher une petite partie peut-être des bouquins, voilà. Non, mais simplement vous faire remarquer une chose, en tout cas ce n'était pas votre position, mais c'est notre position, que le service doit être payé par l'usager. Que la commune aide, que la ville aide par son budget, la prise en charge, c'est une chose, mais le service doit être payé par l'usager. C'est ce vers quoi on tend. On diminue les impôts, ça, les bouquins se sont exprimés lors des élections, nous l'avons assez dit, d'ailleurs nous n'étions pas les seuls à le dire, d'après ce que j'ai compris, bon je me trompe peut-être, mais bon, pas les seuls, mais par contre là, on a un service qui est rendu, qui n'est pas un service obligatoire, mais qui est un service rendu, donc il est normal que le coût, si vous voulez, pèse plus sur les usagers que sur le contribuable. Mais une question, les usagers ne sont-ils pas les mêmes contribuables? Non. Alors il y a une condition, c'est que les usagers sont des contribuables normalement, mais par contre l'inverse n'est pas vrai. Les contribuables ne sont pas nécessairement usagers. Tout le monde n'utilise pas le centre aéré. C'est que les enfants de 3 à 11 ans, si je ne m'abuse. 3 à 12 ans, pardon. Et les personnes qui utilisent le centre aéré sont des habitants de la commune qui sont non mais, ce que je vous dis, l'usager est normalement contribuable. Et par contre, tous les contribuables ne sont pas usagers. Or, les contribuables payent l'impôt, l'usager paye le service. Mais par contre, il y a des contribuables qui ne sont pas usagers. Donc il n'est pas normal que ce soit eux qui payent le service. Voilà. Okay. Alors, en plus, juste pour compléter le propos de M. le maire, donc, le tarif donc, du CLSH à Bouc-Béliard va de 7,20 € à 13,35 €. J'ai demandé donc la tarification des autres communes qui va être complètement aberrant. Et il se trouve donc que Cabriès et le tarif va de 9,50 € à 14,50 €. Allo de 7 € à 18 €. Rognac de 7 € à 11 €. Couteron de 3,50 € jusqu'à 20 € et Aix-en-Provence jusqu'à 22 €. Donc nous on est dans une tranche cohérente, le tarif n'est pas excessif, quoi. Voilà.
Qui est contre? Nous allons, s'il n'y a plus de questions, vous êtes donc 5 5 contre. Abstention. Il n'y en a pas, donc majorité. Allez, délibération suivante, c'est... Donc il vous est distribué une délibération qui sera donc mise au vote là-dessus. Voilà, pendant qu'on distribue, avant que Napola prenne la parole, il y a des chaises vides, si le public veut les prendre, il les prend, mais il ne s'assoit pas à la table, il se met un peu en retrait de la table. Je vois qu'il y en a au moins 2 là-bas, mais mettez-vous en retrait de la table. Au hasard, hein, Madame Garrigue, au hasard. Ça viendra peut-être un jour pour vous, mais nous verrons. Ça ne dérange pas l'opposition qu'on les ait mis, voilà. Tant qu'à faire. Avec, vous m'étonnez, Charles Alain. Bien, allez, Anna-Paula Lantron. Donc, on vous distribue une nouvelle délibération parce que suite aux différents conseils, en fait, on a envoyé les délibérations avant que les conseils d'école aient eu lieu et pu finir. Donc, au vu des résultats des différents conseils d'école, on a pu compléter la délibération, donc on est en train de vous distribuer. Donc, aujourd'hui, je vous propose, mes chers collègues, de voter la nouvelle organisation que nous soumettons que nous proposons donc selon le décret du 7 mai qui permet donc d'expérimenter une nouvelle journée pour l'enfant. Donc la journée type serait donc 3 jours par semaine, donc de 8h30. Là, il faut qu'on vote les temps scolaires. Aujourd'hui, on vote la journée scolaire. Donc, la journée scolaire serait 3 jours par semaine de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h10 et une journée par semaine de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 14h30. Après 14h30, évidemment, serait donc le TAP, la mise en place du temps d'activité périscolaire et le mercredi matin de 8h30 à 11h30. Voilà. Sachez que si cette organisation n'est pas entérinée donc, par ce soir et par le DAZEN ensuite, l'inspection académique, donc nous choisirions donc de ne pas du tout appliquer la réforme scolaire, ce qui voudrait dire donc que dans ce cas-là, c'est l'éducation nationale qui nous impose ses horaires, à savoir donc comme l'indique le décret du 7 mai, les 5 matinées resterait en place, donc les enfants auraient cours tous les matins, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi. Et ensuite, l'inspection académique nous imposerait l'horaire de sortie l'après-midi. Voilà. Et donc, il n'y aurait pas de temps d'activité périscolaire qui serait mise en place, mais une garderie. Donc, le désavantage de cette formule, si elle est adoptée donc, par le DAZEN, donc de se voir imposer les rythmes scolaires, pour moi je trouve que c'est donc une école à 2 vitesses, puisque les parents qui pourraient venir chercher leur enfant à 4h moins le quart viendraient chercher leur enfant, les autres resteraient à la garderie jusqu'à 18h. Pour être clair, et si le premier adjoint le permet, je dirais en complément, il s'agit d'une expérimentation, ce que nous permet le décret. La deuxième version du décret nous permet d'avoir une expérimentation, et cette expérimentation est assez proche de la première proposition qui avait été faite dans le cadre du premier décret, c'est-à-dire avant le 7 mai, que j'ai dit tout à l'heure dans mon propos liminaire, quand j'ai expliqué qu'en 48 heures avant l'installation du conseil municipal, eh bien, l'inspecteur départemental de Gardanne
avait aussi bien moi-même que le premier adjoint concernant ce problème-là qu'il a fallu régler en 24 heures. Voilà. Donc le débat est ouvert. Qui demande la parole? Madame Bianchi, je vous en prie. Monsieur, portez-lui. Ah oui, là. Voilà, ça marche. Alors donc d'abord je voudrais donc louer la municipalité pour avoir essayé de mettre en place effectivement ce décret. Alors le texte de la refondation de l'école, c'était un très beau texte parce qu'il essaie justement de caler le temps de l'enfant avec le temps de l'élève. Et donc effectivement je trouve que si on remet l'enfant au centre, c'est quelque chose qui peut lui permettre de tendre vers une performance. Parce que l'idée de cette réforme, c'est quand même ça. C'est-à-dire d'allonger le temps d'apprentissage pour tendre vers une performance. Donc vous avez essayé effectivement de le mettre en place, donc pour cela c'est bien. Alors comme vous l'aviez dit, hein, puisqu'on s'est rencontré Madame Bantron à l'école de la Bergerie, effectivement vous savez que ce n'est pas parfait, mais bon, le parfait n'existe pas. Il y aurait quand même des petites choses à améliorer, me semble-t-il, qui seraient relativement simples, mais peut-être un peu coûteux, hein, puisqu'on avait déjà évoqué. Alors, le problème que je vois, et qui est le problème essentiel pour moi, c'est l'heure qui se situe de 13h30 à 14h30 en termes de temps scolaire. C'est-à-dire qu'effectivement, un enseignant qui va récupérer... On peut considérer que cette heure-là, en termes de pédagogie, elle est perdue. Voilà, en termes de notions, ça va être compliqué. Comme vous aviez dit à juste titre que vous ne pouviez pas organiser un TAP sur 3/4 d'heure, un enseignant ne peut pas construire quelque chose sur 3/4 d'heure. Donc l'idée, c'était ce qui vous avait été proposé, c'était effectivement d'éviter ce temps graduel qui pose aussi le problème en termes de responsabilité. On ne sait pas, l'enseignant finalement, plus ou moins, à la fin, il va rester jusqu'à 14h30, l'enseignant. Donc pourquoi pas mettre, comme on vous l'avait soumis, donc 3 fois 20 minutes, ce qui correspondrait à 7 heures. Mais là, je sais que ça va coincer parce que ça rajouterait 1 heure de tape. Donc ce serait évidemment un peu plus coûteux. Mais à mon avis, puisque vous êtes dans l'expérimentation, ça pourrait être très intéressant parce qu'ensuite on pourrait effectivement travailler avec les directeurs d'école et voir en termes de résultats et performances. Parce que c'est quand même ça l'idée. Après, je sais que c'est compliqué au niveau de l'organisation. Vous avez très bien résumé la situation, Mme Bianchi, vous l'avez bien intégrée, bravo, bien, parce que moi, bon, c'est bien de voir des gens qui comprennent bien et qui, bon, ben, si vous êtes enseignante et donc vous avez l'intérêt d'enfant au centre de vos préoccupations, mais comme vous l'avez justement dit, il faut expérimenter. Si on n'expérimente pas, si on n'essaie pas, on n'aura pas le loisir d'amender, de progresser, de modifier. Si on se fait imposer par le DAZEN, donc les horaires de la Circo, ben voilà, on sera passé à côté du truc, et puis on n'aura pas le loisir ni d'expérimenter l'étape, ni des rythmes scolaires autres que ceux imposés par l'inspection. Donc, moi aujourd'hui, c'est vrai que je vous propose cette organisation hebdomadaire qui a le mérite d'exister, qui n'est pas parfaite, mais comme je l'ai dit donc, lors des différents conseils d'école, je m'engage donc à faire des points réguliers pour pouvoir apporter des modifications, pour pouvoir l'enrichir, pour écouter les professeurs des écoles, pour écouter les parents, pour écouter aussi nos services, pour écouter les associations qui vont intervenir. Et tout ça, bah, c'est un projet pédagogique, c'est pour ça que ça s'appelle un projet pédagogique, et pouvoir après faire qu'il évolue. Si on passe à côté, ben, il n'aura pas le loisir d'évoluer puisqu'on n'aura pas mis en œuvre. Donc aujourd'hui, on est contraint par des délais très courts parce qu'on est déjà très en retard sur la réalisation de la rentrée. On est fin mai et la rentrée n'est pas prête et on n'aura pas de réponse avant le 6 juin au moins. Donc ça veut dire qu'on va préparer la rentrée au moins fin juin, début juillet. Ça va être quelque chose d'assez difficile à mettre en place. Voilà. Allez-y. Oui, c'est bon. Oui. Non, voilà, c'était juste en fait une demande de ma part, Mme Bantron, est-ce qu'effectivement, pour l'enfant et pour la performance des enfants de Bourbélair, parce que c'est quand même ça aussi, hein, que les élèves réussissent après dans le lycée, dans le post-bac, vous ne pourriez pas essayer, justement, puisque vous êtes quasiment au bout d'une expérimentation qui, à mon avis, serait extrêmement intéressante, d'essayer de faire basculer cette heure qui, à mon avis, est une heure perdue. Aujourd'hui, Mme Bianchi, je n'ai pas le temps nécessaire. On doit tout. Le 6 juin, c'est demain, quoi, hein, c'est la semaine prochaine. C'est juste une histoire de finance, en fait. Parce que glisser les heures, on pouvait envoyer au DAZEN, c'est tout.
Non, il faut que ça soit validé par les conseils d'école. Enfin, il y a tout à... Et puis bon, juste pour vous rappeler le process de concertation que nous avons eu, le 4 avril, nous avons réuni les enseignants, les associations de parents d'élèves. Le 17 avril, nous avons réuni à nouveau l'élémentaire et la maternelle, les enseignants élémentaires et maternels. Le 13 mai, les associations de parents d'élèves, plus une commission, plus les directeurs le même jour. Le 23 mai, à nouveau, les APE, et vous calez au milieu de tout ça les différents conseils d'école. Donc je veux dire, c'est vrai qu'à un moment donné, malheureusement, on est obligé d'arrêter la position et de dire, ben, on laisse ça et puis on l'amende après. Mais je ne peux pas recommencer tout le procès, c'est complètement impossible. On est beaucoup trop court en délai. En délai, on est là, on a un nez dans le mur, quoi. C'est comme ça. Oui. Simplement, je rajouterai en précision par rapport à ce que dit le premier adjoint, que j'avoue que je suis un peu surpris, parce que au départ, la philosophie que vous avez résumée, c'était l'intérêt de l'enfant, et c'était faire en sorte que l'enseignement soit plus court dans la journée, qu'il y ait moins d'heures d'enseignement. Or, là, vous nous proposez, si j'ai bien compris, de ne pas faire d'enseignement le vendredi après-midi, de ne faire que des temps d'activité périscolaire, ce qui veut dire que c'est la ville qui va payer les activités, et que par contre, le soir, vous voulez continuer jusqu'à 4h30. C'est ça que vous avez proposé. Oui, je vais vous répondre, monsieur le maire, c'est parce que quand on construit une notion ou un cours sur une heure, en fait, on va dire sur 3/4 d'heure, le temps de récupérer les enfants, très honnêtement, il ne se passe rien. Alors qu'en fin de journée, sur ce quart d'heure, c'est là où effectivement on va construire la trace écrite, on va fixer les choses, et ça rajoute pas, si vous voulez, l'idée c'était d'étaler, hein, les chronobiologistes l'ont dit, étaler sur 5 jours évidemment le temps d'apprentissage pour que l'enfant puisse construire son savoir. Et si vous voulez rajouter 20 minutes, c'est pas problématique, parce que là c'est où on fait la trace écrite, où on propose les devoirs. Donc je ne nie pas que les enseignants font dans les 20 dernières minutes du cours de la journée les traces écrites. Ok, c'est pas ça que je dis. Je dis simplement que l'état d'esprit du décret est de dire les journées sont trop longues pour les enfants, donc on va les diminuer. Alors les diminuer, quand je vous disais tout à l'heure que c'était une proposition complètement irréaliste, vous en avez la preuve. C'est que on veut diminuer la durée d'enseignement dans la journée pour l'enfant, pour l'intérêt de l'enfant. Et à la fin, vous nous proposez simplement la même, laissez-moi finir, la même durée dans la journée, le lundi, le mardi, le jeudi, sauf que le vendredi après-midi, vous le passez le mercredi matin. C'est ça que ça veut dire, à vous écouter. Alors expliquez-moi où est le décret. Est-il oublié là-dedans, j'ai l'impression? Et où est l'intérêt de l'enfant? Puisqu'il paraît que l'intérêt de l'enfant, c'est diminuer la longueur de l'enseignement dans la journée. Si, ça doit marcher. Ça marche, oui. Voilà. Non, simplement, moi, j'ai simplement, donc on m'a fourni ce document. Donc, si vous voulez, c'est par rapport à ce document que j'ai réfléchi et que j'ai construit une réflexion pour essayer de faire modifier au minimum ce que la mairie propose, hein, et que j'ai loué en ouverture, parce que j'ai dit qu'effectivement vous aviez construit quelque chose et vous n'aviez pas attendu que le DAZEN impose les horaires, mais que finalement, sur pas grand-chose, alors qui va effectivement vous coûter peut-être un peu, vous pourriez tendre vers quelque chose de vraiment bien. Moi, je me suis calée sur une journée de table que vous proposiez. Voilà, je ne suis pas du tout... si moi j'avais conçu quelque chose, peut-être je n'aurais pas fait ça. Moi, je me permets juste de regarder ce que vous avez proposé. Écoutez, dans l'esprit, comment dirais-je, le décret, dans l'esprit du décret, c'était diminuer les journées, encore une fois. Bon, on pouvait diminuer tous les jours, on se rend compte que ça a des limites, parce que si on met le mercredi matin, ou alors il faut mettre une 6e demi-journée le samedi matin, donc je vous rappelle quand même que le décret oblige à ce qu'il y ait 5 matinées, c'est écrit noir sur blanc, hein, donc les enfants, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, le recteur imposera à ses employés, qui sont les enseignants, imposera de travailler le lundi matin, le mardi matin, le mercredi matin, le jeudi matin et le vendredi matin. Par contre, là où on peut jouer, quand je dis jouer, excusez-moi, en plus par un enfant, c'est pas du tout dans le terme infantile, mais on peut, nous, œuvrer, c'est de faire des propositions sur l'après-midi. Donc,
notre proposition est de diminuer dans les 4 jours où il y aura école l'après-midi, c'est-à-dire le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi, de diminuer cet horaire-là. Alors on pourrait faire ce qui nous a été proposé, à savoir 3/4 d'heure de moins par jour, le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. Si on fait 3/4 d'heure de moins par jour, il était impossible pour nous, excusez-moi, mais en 3/4 d'heure de faire vraiment un temps d'activité périscolaire. Le temps que ça se mette en place, je dis bien 3/4 d'heure. Sous l'autorité, non pas de l'instituteur, puisque l'instituteur, lui, ne sera plus là, mais sous l'autorité d'un personnel qui sera payé par la commune. D'accord? Bon. Et qui changera, parce que ça ne sera jamais le même tap, on ne va pas faire je sais pas moi, du basket une fois par semaine pendant une année entière, pour tel ou tel. Là, notre proposition est de dire, comme on va changer d'autorité, si je viens vis-à-vis de l'enfant, et de dire, écoutez, nous c'est simple, on met 2 heures. Ce qui veut dire que 2 heures, non seulement on peut peut-être faire 2 fois 1 heure, mais en tout cas on est sûr de faire quelque chose qui tienne la route, parce que la 3/4 d'heure, c'était impossible à mettre en place. C'est d'accord avec moi. Donc la solution, la proposition, elle est là. Je ne vois pas comment on pourrait proposer autre chose, et surtout pas votre proposition, qui est celle de dire, on garde les mêmes horaires d'école, le lundi, le mardi, le jeudi, et puis le vendredi, l'après-midi, ils n'ont que des temps d'activité périscolaire. C'est ce qu'on retrouve dans beaucoup de communes socialistes, pas très loin d'ici. Bon, c'est un hasard, vous me direz que ça soit le vendredi où il n'y a pas d'enseignement, et que par contre on ait des temps d'activité périscolaire. Nous, notre volonté, c'est de dire, en enseignement, la journée sera moins longue, et nous sommes conformes au décret, tout au moins à l'esprit du décret, et à l'esprit de celui qui, un jour, en se rasant devant la glace, a estimé que tout d'un coup, il fallait changer le temps d'enseignement, et puis, le vendredi, le jeudi, le mardi ou le lundi, suivant les écoles. D'ailleurs, on n'a même pas pu s'entendre sur les jours, il a fallu tirer au sort. Bon. Et bien dans ce cas-là, les enfants finiront beaucoup plus tôt, à 14h30, et ils auront 2 heures de temps d'activité périscolaire. Moi, c'est quelque chose qui me convient personnellement. Mais par contre, revenir, si vous voulez, ou continuer, de toute manière, qu'est-ce qu'on aura? Si, et c'est marqué dans la délibération, si l'inspecteur d'académie, qui s'appelle le DAZEN maintenant, c'est ça, DAZEN, voilà, il ne fait pas ce genre de choses, le DAZEN nous impose un autre horaire, eh bien nous disons que nous, 15h45, avec 3/4 d'heure de moins d'enseignement par jour, c'est peut-être l'esprit du décret, mais en tout cas, on n'est pas capable de mettre un temps d'activité périscolaire. Et vous proposez encore mieux, c'est-à-dire que carrément de rester à l'heure qu'ils ont aujourd'hui et de mettre une après-midi entière. Je ne pense pas que ce soit l'esprit du décret. En tout cas, c'est l'esprit du texte de la refondation de l'école. Voilà. Mais là, vous avez raison, c'est un fameux texte. Voilà, qui est très intéressant. Assez, oui. Juste si je peux me permettre, monsieur le maire, il y a eu la réforme des lycées. Donc, comme effectivement, il n'y a pas d'argent à mettre au niveau des municipalités, donc il y a eu la réforme des lycées, qui est une catastrophe. Nous avons fait grève, personne ne nous a suivis. Si vous voulez, ça a été entériné sans problématique. Là, ce qui me gêne, c'est effectivement toute la problématique, parce que ce que nous a bien expliqué Mme Ventron, ce qui l'a gêné dans la proposition donc, des enseignants, c'était le fait qu'effectivement, 1 heure de tape en plus, ça coûte beaucoup plus cher. Voilà. C'est ça en fait le vrai problème. N'oubliez pas que vous n'êtes pas qu'enseignante. Ici, autour de la table, vous êtes conseillère municipale. Aujourd'hui, on vous l'a dit, l'organisation avec 2 heures de temps d'activité périscolaire, c'est entre 140 et 180 000 euros. Difficile à déterminer, si vous voulez. Bon, parce que les recettes vont rentrer en jeu et de toute manière, c'est quelque chose qui n'est pas facile, vous vous en doutez, à déterminer, parce que qu'est-ce qu'on va mettre comme temps d'activité périscolaire? Donc ça va vraisemblablement le tarif horaire de la personne qui fera le temps d'activité donc changera peut-être, je ne sais. Donc c'est une évaluation. Cette évaluation, l'État veut nous obliger, mais il ne nous donne rien. Il y a eu pour les communes qui ont choisi 2013, pardon madame
excusez-moi de faire référence à 2013, mais voilà. Bon, la commune n'a pas choisi à ce moment-là. Bon, nous, on est là pour la rentrée 2014. L'État ne nous donne rien. Mais de toute manière, l'État ne donne pas grand-chose, vous le savez. Et si l'État ne donne pas grand-chose, ça a été pour l'année 2013 et pour l'année 2014. Après, je vous l'ai dit tout à l'heure, je veux dire, l'État n'a plus d'argent. Donc l'État, ça m'étonnerait qu'il donne longtemps une subvention. Donc on essaie de répondre au mieux dans le cadre du décret. Je crois que de toute façon, ça ne sert à rien de continuer la discussion. Je crois que c'est un choix politique, monsieur le maire. D'accord? C'est un choix politique. Vous aviez, pendant la campagne, dit que vous n'alliez pas, au départ, le mettre en place. Là, je vois qu'il y a eu quand même un progrès, puisque vous allez faire un effort. En revanche, c'est vrai que tel que c'est là, et tel qu'au départ, ça avait été réfléchi par les éconobiologistes, ça n'a plus rien à voir. C'est un choix politique. Il y a certaines communes qui l'ont mis en place, indépendamment du gouvernement qui est à droite ou à gauche aujourd'hui, ce sont nos enfants qui sont importants. Vous avez choisi de ne pas le mettre en place parce que c'est un coût. Moi, je vous dirais tout simplement que lorsqu'on sait qu'effectivement on a ces rythmes scolaires à mettre en place et qu'on sait qu'il va y avoir un coût, on ne baisse pas les impôts juste avant. Merci, monsieur le maire. C'est bien pour les contribuables bouquins, mais ceci étant, pour être clair avec vous, madame, d'abord, c'était un engagement de campagne, donc nous l'avons mis en place. De toute manière, c'est loin de ce que vont coûter la mise en place des... Alors, écoutez, les impôts de mémoire, je crois que c'est 110 000 euros de... Ah, je n'ai jamais dit le contraire, mais bon, on va sans doute être beaucoup plus dans quelque chose de beaucoup plus important au niveau de la mise en place des rythmes scolaires. Bon, moi, je note que nous sommes dans l'esprit du truc. Je vous remercie de reconnaître que nous avons fait un pas. Pour tout vous dire, c'est que je pensais que ça serait mis en place quand on serait arrivé. Voilà. Comment on serait arrivé, je pensais. Et en fait, c'est là où l'inspecteur départemental, dont je ne dirai pas le nom, non, pas le DAZEM, l'inspecteur départemental de Gardanne m'a dit qu'il fallait répondre avant le 12 février. Vous voyez, comme quoi, sans savoir, j'étais en fait dans le vif du sujet, ce que je vous ai dit, je pensais que c'était mis en place. En fait, rien n'était fait, et elle a eu, la gentillesse de nous dire, écoutez, faites ça le lendemain, proposez-nous quelque chose le lendemain de l'installation du conseil municipal, l'après-midi de l'installation du conseil municipal, je vous laisse jusqu'à ce moment-là. Et elle a même dit, votre dérogation, j'y mettrai un avis favorable. Elle a reconnu le pas que vous avez fait, l'effort que vous avez fait. Et écoutez, alors, encouragez-nous, votez pour. Bien, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Donc, pardon. Moi, je voudrais dire qu'en fait... Le micro, le micro, parce qu'il faut que c'est enregistré. Oui, moi je voudrais dire simplement que ce qui compte, c'est l'intérêt de l'enfant. Or la loi, la réforme, le décret, pardon, c'était de faire moins d'heures de travail par jour. Là, on leur demande, on leur en fait faire 20 minutes de moins. Donc vous devriez être pour. Et après, on a concentré les activités périscolaires à la fin. Bon, c'est 20 minutes de moins. Vous voulez revenir à 6 heures par jour? Je ne comprends pas. Bien. Donc, plus d'intervention. Donc, je mets au voie cette délibération. Qui est contre? Vous êtes contre, ok. Qui s'abstient? Il n'y a pas d'abstention, donc majorité. Ok, merci. Alors, nous allons finir avec Madame Ventron, et on va passer la parole à Madame Salomon, qui va nous parler de la suppression des zones d'aménagement concertées de Bel-Ombre 1, Bel-Ombre 2, les Vergers, Saint-Hilaire, les Chabots, la Tuilerie, les Thioux et la Malle. Voilà, avec cette délibération, nous vous demandons de supprimer des zones d'aménagement qui avaient été créées, certaines depuis plus de 40 ans, et qui concernent en fait des zones d'aménagement pour des activités.
ou bien pour des logements. Et donc les zones d'activité de Belle-Ombre 1 et 2 donc créées en 73, et Verger créées en 73 aussi, la Tuilerie créée en 99, les Tillous créés en 2000 concernaient essentiellement des lotissements. Et la ZAC de Saint-Hilaire, des Chabots et de la Malle concernait des activités. Et le but de supprimer ces ZAC, en fait, c'est de ne plus faire bénéficier, si vous voulez, de taxes d'aménagement diminuées, hein, puisque tous les travaux avaient été faits par les aménageurs, et de leur revenir à une taxe locale d'équipement standard, comme nous faisons payer à tout le monde. Voilà. Donc on vous demande si vous acceptez de supprimer toutes ces 7 ZAC. Bien, est-ce que vous avez des questions là-dessus? Pas de questions, donc je mets au voie cette délibération de suppression des actes. Qui est contre? Pas de voix contre, abstention non plus, unanimité, merci. Délibération suivante, il s'agit de la rétrocession des voies et équipements à la commune de lotissement Clos des Poètes. Rapporteur, Yann Pertuzel. Bien, alors cette première délibération là, qui me concerne, c'est en fait une régularisation, celle-ci, hein, puisque il y a déjà eu une délibération en date du 14 octobre 2013 hein, qui avait donc accepté la rétrocession de voies et d'équipements au Clos des Poètes. En fait, il y avait 2 parcelles qui avaient été oubliées. Donc en fait, il s'agit ici tout simplement hein, de rétrocéder, donc d'accepter cette rétrocession de ces deux parcelles qui sont précisément la BN 252 et 255. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? Pas de questions. Je mets au voie cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'y en a pas. Unanimité. Merci. Délibération suivante. Il s'agit d'acquérir la parcelle cadastrée numéro AN 79 située au quartier Valcro appartenant à M. Sylvain Coneille. Rapporteur Yann Pertuzel. Alors, cette délibération, donc, comme vient de le dire M. le maire, elle concerne une parcelle qui appartient à M. Coneille. C'est une parcelle qui fait 683 mètres carrés, qui se trouve donc en zone N, donc zone naturelle, dans l'espace boisé classé. Alors, en fait, cette acquisition donc, se ferait à l'euro symbolique, avec bien évidemment l'accord de M. Coneille. Alors pour resituer cette acquisition, en fait, elle prend place dans ce que l'on appelle la protection et la valorisation du patrimoine forestier. Ça, c'est une compétence de la CPA, et qui rentre dans le cadre du plan de massif pour la protection des forêts contre les incendies du Montaguet. Et donc dans ce cadre-là, la CPA va engager des travaux de déforestation, on va dire en plus du débroussaillement, elle va diminuer donc la densité des arbres pour éviter les incendies, les risques d'incendie. Ça concerne 10 hectares, et dans ces 10 hectares, il y a la parcelle, entre autres, de M. Coneille, qui a accepté bien évidemment que ces travaux puissent se faire sur sa parcelle et qui propose de là donc céder à la commune. Voilà, donc cette délibération conseil concerne l'acquisition par la commune de cette parcelle-là. Est-ce que vous avez des questions à Yann Pertuzel? Il n'y a pas de questions. Écoutez, je me vois cette délibération. Qui vote contre? Il n'y en a pas. Abstention non plus. Unanimité. Merci. Donc, délibération suivante. Alors là, c'est maintenant un point personnel. Donc, mise à disposition d'un véhicule de fonction à M. le maire, à M. le directeur général des services. Rapporteur Yann Pertuzel. Voilà, je change de casquette. Allez, je change de képi. C'est facile à faire, celle-là. Oui. Voilà. Bien, alors, je vais commencer par vous lire quand même, de façon à ce que tous nos concitoyens sachent de quoi il s'agit. Donc, un article du Code général des collectivités locales, qui a été modifié par la loi 2013-207 du 11 octobre 2013. Donc, c'est pas si vieux que ça. Alors, cet article précise
que, je cite, selon des conditions fixées par une délibération annuelle, ce que nous allons faire aujourd'hui, le conseil municipal peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la commune lorsque l'exercice de leur mandat ou de leur fonction le justifie. Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative qui en précise les modalités d'usage. Donc il est proposé donc, de mettre à disposition donc, pour l'année 2014, puisque c'est une délibération annuelle, donc un véhicule de fonction à Monsieur le maire, Richard Maillet, et à Monsieur le directeur général des services, Monsieur Thierry Gus, pour nécessité absolue de service. Ouais, une simple question, ça n'existait pas auparavant? Je vous rassure, quand j'ai été maire il y a 25 ans, ça existait déjà. Voilà, donc c'est une négociation entre le maire et le DGS, et le véhicule maire existait déjà. Mais de toute manière, bon, je suis prêt à rendre ce véhicule qui, je trouve, est assez gourmand. Non, mais malheureusement, c'est en location longue durée, ce qui veut dire qu'on va se l'embrayer, excusez-moi l'expression, mais je crois que le mot est fort, et c'est volontairement que je l'emploie, pendant encore 2 ans et demi, puisque c'est une durée, location longue durée de 48 mois. On aura l'occasion d'en reparler, parce que ça, on va parler du passé, mais quand vous avez l'héritage, il faut bien l'assumer. On ne peut pas revenir sur les contrats de location longue durée, donc voilà, on ne va pas les regarder en les mettant au frigo ou dans les garages, anciens garages du CCFF. Voilà. On le sait, monsieur le maire, avec toute l'expérience que vous savez très bien que vous allez aussi avoir du passif à gérer. C'est ce que je vous dis, je suis en train de gérer. Voilà, vous le saviez. Par contre, Yann Pertuzel vous a dit qu'il y avait une délibération annuelle. Ça, je reconnais, monsieur Dubois, que c'est tout à fait nouveau. Que quand j'ai été élu maire en 89, il n'y avait pas de délibération tout court. Bon, donc j'ai hérité d'un véhicule. Là, il y a une délibération qui est annuelle, donc on reprendra. Et vous savez pourquoi? C'est à la suite de la loi de 2013, à la suite de l'affaire Cahuzac. Je ne sais pas s'il faut... Vous ne connaissez pas? Moi, je l'ai pratiqué. Bien, allez, je mets au voie cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, unanimité, je vous remercie. Délibération suivante, il s'agit de la mise à disposition d'un agent au SIGV. Rapporteur Yann Pertuzel. Alors le SIGV est pour syndicat intercommunal du Grand Valais. Donc il s'agit donc d'établir une convention donc avec le SIGV, mettant à disposition donc cet agent qui est un agent de catégorie B, un rédacteur territorial, et ce à temps complet. Cette convention précise que les conditions de mise à disposition du fonctionnaire intéressé, et notamment la nature et le niveau hiérarchique de fonctions qui leur sont confiées, leurs conditions d'emploi et les modalités de contrôle et d'évaluation de l'activité. Voilà, donc petite précision importante, cet agent est rémunéré par la commune qui est remboursée par le SIGV. Le syndicat intercommunal du Grand Valais, que j'ai l'honneur et le plaisir de présider, comprend les communes de Simiane, Cabriès. Il y a 3 représentants de Boubalère, 3 représentants de Cabriès et 2 de Simiane, si je me souviens bien, je crois que c'est ça. Alors c'est vrai que ça, excusez-moi, je fais référence au passé, mais bon, ça a changé, c'est 4 pour nous et 3 pour les autres. Donc, qui était un syndicat qui a été créé en 1978, je pense comme ça, qui faisait des créations de collèges et qui aujourd'hui s'occupe principalement de... Ce matin, d'ailleurs, nous avions un comité intercommunal de prévention de la délinquance à Simiane, parce que nous nous occupons surtout des jeunes qui sont scolarisés, voire déscolarisés, dans les collèges, et sachez une chose, c'est que ce matin, on parlait de faits assez graves, d'enfants qui ont 13 ou 14 ans, et qui à 11 ans commencent à être plus que perturbateurs. Donc on a quand même quelques soucis de ce côté-là, et le syndicat intercommunal du Grand Valais fait, avec Cabriès et Simiane, toute une politique là-dessus, donc on reparlera dans le courant de ce mandat, ne vous inquiétez pas.
Donc il y a un personnel qui est dans la commune, donc payé par la commune. Le syndicat a déjà délibéré l'an dernier, mais la commune n'avait jamais délibéré pour faire en sorte que le percepteur puisse récupérer sur le budget du syndicat. Vous imaginez bien qu'il vaut mieux que ce soit le syndicat qui paye plutôt que la commune seule, puisque par le biais du syndicat, c'est pas la commune toute seule, c'est les 3 communes qui le payent, avec un prorata, en fonction du nombre d'habitants. Voilà, donc c'est ce qui vous est proposé ce soir, de récupérer quelques sous qui devraient déjà être payés par le syndicat. Autre question? Pas de question, donc je mets au voie cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? L'unanimité, je vous remercie. Délibération suivante, il s'agit de recrutement d'agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité. Rapporteur Yann Pertuzel. Alors, cette délibération, si vous avez lu les 2 notes de synthèse, tout du moins le libellé des 2 notes de synthèse, sont assez proches. Alors, je précise que celle-ci concerne donc des besoins liés à un accroissement temporaire d'activité et que la suivante concernera donc un besoin lié à l'absence de titulaire. Donc, il s'agit pour Monsieur le maire de pouvoir rapidement, en fait l'objet de cette délibération c'est bien ça, c'est de pouvoir le faire très rapidement, donc recruter des contractuels, des agents contractuels en l'occurrence, pour un accroissement d'activité temporaire. Je vais prendre un exemple, hein. On effectue en ce moment un gros travail de remise à niveau de tout le réseau informatique de la municipalité. Donc 2 agents ont été recrutés, mais l'agent, donc M. Vincent Ferrini, qui était présent, donc, est parti à l'SCPA. M. Vincent Ferrini a encore des heures disponibles sur son temps total global de travail, et si on souhaite pouvoir le faire travailler, ici pour nous, pour la commune, bon, il faut qu'on puisse le recruter, et ce sont des... voilà. Donc, mais ça c'est un exemple, hein, on pourrait avoir d'autres exemples concernant cette délibération. Question particulière concernant cette délibération? Est-ce que vous avez déjà un nombre précis, un prévisionnel en nombre? C'est-à-dire combien comptez-vous, parce que vous devez le prévoir en termes de budget. Madame Oberlinkel, simplement, imaginez que c'est quelque chose, on veut avoir la possibilité de le faire. Il vous a cité un exemple, c'est comme ça qu'on s'en est rendu compte, que le Vincent Ferrini en question, qui s'occupait de l'informatique, est parti mi-avril, je crois, c'est ça? Enfin, deuxième quinzaine d'avril, on va le dire comme ça, je ne sais pas exactement quel jour, peu importe. Mi-avril, bon. Donc, est parti, et par contre, l'équipe précédente, excusez-moi de faire référence à l'équipe précédente, mais avait embauché 2 informaticiens, dont le premier est arrivé le 9 mai de mémoire, c'est ça? Ouais. Le 7 mai, pardon, et le 12 mai. Bon. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas pu y avoir entre les 3 personnages, les 2 qui arrivaient et celui qui est parti, comme celui qui est parti, je crois bien que c'est moi qui l'ai embauché bien avant que je démissionne de ce poste, donc vous voyez, c'est pas d'aujourd'hui, c'est celui qui a mis en place toute la structure informatique de la commune, et encore plus que ça. Bon. Donc ce garçon n'a pas pu faire avec les 2 autres qui arrivaient, donc les dates que je vous ai données, mi-mai, il n'a pas pu faire de temps de transfert. Bon. Donc ce qui veut dire que quelquefois, on doit l'appeler et il vient pas longtemps, parce que si vous voulez, il travaille à plein temps, il a été muté à la ville d'Aix. Bon, il habite une commune voisine, mais il a été muté à la ville d'Aix, ce qui fait que quelquefois, on lui demande d'intervenir, il faut bien le payer. Donc ça, c'est un exemple. Mais dites-vous bien que, c'est vrai que vous avez raison. J'aurais pu le deviner avant d'être élu maire, parce que c'est quelque chose que je n'avais pas vu. Bon, malheureusement, je n'ai deviné qu'une fois que je suis arrivé aux manettes, si je puis dire. Bon, parce que j'ai su que le petit Ferrini partait, et qu'en fait, on avait embauché 2 informaticiens qui arrivaient qu'à ce moment-là. Voilà, bon, donc c'est simplement pour ça, mais vous savez, ça ne va pas être des 1000 et des 100. Ne vous inquiétez pas pour ça. Là, on a parlé d'un agent qui était titulaire au départ. Pardon? Là, on parle de celui qui est parti, c'était un titulaire au départ. Affirmatif. Voilà. Maintenant, parce qu'il y a deux clauses, là. Il y a la 17 qui nous parle de recrutement d'agents contractuels,
et ensuite de recrutement d'agents contractuels pour pallier l'absence de titulaire. Non, mais on verra après. C'est une autre délibération, c'est deux délibérations différentes, et vous verrez qu'on ne s'adresse pas aux mêmes personnes. Plus de questions? Donc je mets aux voix cette délibération. Qui est contre? Pas de voix contre, abstention non plus, unanimité, merci. Donc alors, délibération suivante, là il s'agit de prendre des contractuels pour les emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à l'absence de titulaire. Rapporteur Yann Pertuzel. Alors, je vais commencer par vous lire l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, modifié, qui prévoit, donc je cite, par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi 83-634 du 13 juillet 83, portant droit et obligation des fonctionnaires et pour répondre à des besoins temporaires, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indispensable en raison d'un congé annuel, d'un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d'un congé de longue durée, d'un congé de maternité ou pour adoption, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, d'un congé de solidarité familiale ou de l'accomplissement du service civique ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelles, ceci dit, ça existe toujours, de sécurité civile ou sanitaire en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. Voilà. Donc là, de façon à maintenir le principe de la qualité du service public, il faut aussi là, pouvoir avoir recours ponctuellement et rapidement, parfois, à des agents donc contractuels. Vous devinez bien là pour le coup qu'il est difficile de planifier ce genre de choses compte tenu de toutes les situations pour lesquelles les agents titulaires peuvent être indisponibles. Question là-dessus. Pas de questions? Dommage. Bien, je vais vous en poser une, monsieur le maire. Allez. Non, c'est juste que j'étais quand même très étonnée de voir ça dans... J'ai été étonnée en fait de voir ce type de questions parce que je pensais que ça faisait partie de toute façon du mode de fonctionnement de toute municipalité que de faire appel à des contractuels au moment où il y a accroissement ou au moment où il y a quelqu'un de malade. Donc, je me demandais pourquoi on devait le voter, ça, dans un conseil municipal qui, pour moi, ça me semblait évident. Merci pour l'évidence, mais en fait, il faut vous donner la possibilité au maire de le faire. C'est-à-dire que le conseil municipal a délibéré pour que le maire puisse prendre un arrêté et prendre quelqu'un, puisque ce ne sont pas des postes budgétaires. Et Yann Pertuzel vous l'a dit, on a l'exemple dans les écoles, les gens qui font le ménage dans les écoles ou ce qu'on appelle les tatas, ou alors les gardiens d'équipements sportifs ou d'équipements tout court, où on a, du jour au lendemain, on peut avoir un problème. Donc, soit on a, si vous voulez, des remplaçants, c'est ce que nous avons, quand il y en a beaucoup, il y en a qui sont prévus en remplacement, mais vous arrivez à un moment donné où, à cause de la maladie, à cause de la longue durée, ou de quelque chose qu'on a connu, je ne peux pas rentrer dans les détails, je n'ai pas le droit, mais qui est quelque chose qui, du jour au lendemain, nous avons appris, il a fallu remplacer quelqu'un au pied levé, parce qu'on était au taquet, on n'avait plus... donc il faut donner la possibilité au maire de le faire. Voilà. Plus de questions? Ben, écoutez, je mets au voie cette délibération. Qui est contre? Il n'y a pas de voix contre. Abstention non plus. Unanimité, merci. Bien, nous avons fini avec Yann Pertuzel. En l'absence de Corinne Lemeu, je vais me permettre de rapporter donc les deux délibérations qui arrivent, ces deux subventions exceptionnelles. Donc, il y en a une, c'est le tennis de table. Tennis de table de Bourbelaire. Il vous est proposé. Bon, excusez-moi, mais bon, on m'a donné les... Ah, à l'intérieur, c'est le bon papier, mais la couverture, c'est pas la bonne. Bon, d'accord.
Donc le basket, il vous est proposé de leur donner 470 € en subvention exceptionnelle. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? C'est passé en commission. C'est passé en commission, mais rien n'est marqué sur le... Comme je n'ai pas présidé cette commission, je ne peux pas vous dire ce qu'il en est. Quelle a été la suite donnée en commission? L'avis de la commission? C'est pas passé en commission? Ok. Alors autant pour moi, je posais la question, on me dit oui. On l'a envoyé par mail, le membre de la commission l'a envoyé par mail, quand même la note de synthèse avant. D'accord, ok. Donc voilà, je mets au voie cette délibération, à moins que vous ayez des questions. Pas de questions pour la délibération, pour la subvention exceptionnelle, pardon. Donc je mets au voie cette délibération. Voix contre, il n'y en a pas. Abstention non plus. Et unanimité, je vous remercie. Ah ben voilà, c'est bien, voilà, exactement. Bon. Mais je ne sais pas. Mais bon, donc il vous est proposé de faire une pour le basket. Donc le tennis, c'est pas 470. Ah bon. Maintenant, donc pour le tennis de table, c'est 200 €. C'est bien parce que j'ai 2 fois le même dossier. Et j'ai commencé, alors qu'il y a écrit tennis de table en premier, j'ai commencé par le basket. Et là, j'ai encore le basket, donc je vous prie de m'excuser. Mais bon, le tennis de table, c'est 200 €. Pas de questions. Donc je mets au voie cette délibération. Qui est contre? Pas de voix contre. Abstention. Unanimité. Je vous remercie. Délibération numéro 21. Présentation de la société Élise pour le recyclage des gobelets en plastique de la mairie. Rapporteur Mathieu Morateur. Merci monsieur le maire. Donc il s'agit simplement du changement de notre prestataire chargé du recyclage des gobelets en plastique qui sont distribués par les distributeurs de boissons donc de la mairie. Alors l'enjeu financier est peu important, mais néanmoins nous faisons 60% d'économie par rapport à l'ancien prestataire. Donc voilà, je demande au conseil municipal de délibérer et d'avaliser ce changement de prestataire. Est-ce que vous avez des questions? Madame Bankels. C'était juste pour savoir. Mais parlez dans le micro parce que on n'entendra pas votre question sur la vidéo. C'était juste pour savoir s'il y avait d'autres déchets qui étaient collectés aussi en mairie, du type cartouche d'encre, papier, etc. Est-ce qu'il y a d'autres, puisqu'on est dans cette dynamique-là, est-ce que, voilà. Oui. Donc, il avait été envisagé, pour l'instant ce n'est pas le cas, donc on reviendra très rapidement vers vous, mais effectivement il y a un ensemble de choses qui sont faites. Sur l'imprimante, voilà, on a les cartouches d'imprimante et de papier, après on a encore plein de choses à faire, hein, certainement, mais pour le coup on y viendra. L'agenda 21 continue et donc nous aurons d'autres choses à vous proposer. D'autres choses à vous proposer. Voilà. Donc bien, je mets au voie cette délibération. Qui est contre? Pas de voix contre. Abstention non plus. Unanimité. Merci. Donc délibération suivante. Il s'agit de la candidature à l'appel à projet de la DREAL. La DREAL, ça veut dire la direction régionale de l'environnement, pas quoi, enfin c'est l'acronyme c'est littoral, mais qu'on aime bien pour la région, pour moi c'est une logement sur la biodiversité. Voilà, du logement, exactement. Donc là, merci monsieur le maire. Donc, il s'agit en fait de l'ouverture de notre agenda 21 au chapitre donc biodiversité. Jusqu'à présent, notre agenda 21 était vraiment très concentré sur les économies, particulièrement les économies d'énergie. Donc nous avons décidé de l'ouvrir à la problématique de la biodiversité, qui est une problématique importante, notamment dans le but d'amener à une protection du foncier de notre commune.
Donc l'Adréal, que c'est bien tombé, l'Adréal a proposé aux différentes collectivités qui sont labellisées Agenda 21 de subventionner donc, les études qui permettront d'ouvrir ce volet biodiversité. La subvention peut aller jusqu'à 80% de l'investissement réalisé donc, pour ces études. Nous avons budgété une enveloppe de 50 000 € pour l'ensemble des études, donc flore, faune, toute la biodiversité de la commune. Et donc cela nous amène à demander, à travers cet appel à projet, une subvention de 40 000 € sur un total de 50 000 €, donc 10 000 € resteraient à la charge de la commune. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Très bien, mais je me vois cette délibération. Qui est contre? Pas de voix contre, abstention non plus, unanimité, merci. Ensuite, alors nous avons, avant de passer, parce que je crois qu'il y a deux questions diverses, je vous passerai la parole, Madame Berlinkel, sur les questions diverses. Avant la délibération que je vous ai demandé de rajouter en urgence, que vous avez reçue en son temps, concerne un dénommé Monsieur Granet. Alors, j'ai pas vu Monsieur, j'ai vu Madame Granet, qui comment dire, a expliqué, c'est vrai qu'elle a eu un souci dans la rue Renoir, où il y avait un nid de poule, et nous sommes d'ailleurs intervenus après le nid de poule, et quand elle est rentrée dans un nid de poule, c'est que la commune est responsable, et nous avons demandé, donc nous avons bouché le nid de poule, et nous avons demandé à l'assureur de prendre en charge, et l'assureur, au bout de maintes allers et retours, a refusé de prendre en compte le sinistre, dans la mesure où on avait rebouché le nid de poule, donc il disait il n'y a rien du tout, donc on ne comprend pas, enfin, il n'y a pas de. Évidemment, on avait bouché assez vite, pour une fois on avait fait les choses assez vite, il faut le souligner. Voilà, donc il voulait simplement demander de prendre en compte pour le dénommé Monsieur Granet, les frais engagés par le sinistré, entre guillemets, qui s'élèvent, les assureurs appellent ça les sinistrés, donc voilà. Qui s'élève à 255 €. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Pas de questions. Donc je me vois cette délibération. Voix contre? Il n'y en a pas. Abstention non plus. Unanimité? Merci bien. Donc nous passons aux questions diverses. Madame Oberlinkels, vous avez la parole pour deux questions qui m'ont été transmises la semaine dernière. Merci, Monsieur le maire. Alors, nous souhaitions avoir des réponses à ces deux questions. Enfin, il y en a même plusieurs, mais bon, deux questions. Quelle décision, Monsieur le maire, avez-vous prise quant à la reconstruction de la station de potabilisation de Bouc-Bel-Air, devenue obsolète depuis des années au regard des normes en vigueur et nécessaire à la desserte d'une eau de qualité à nos concitoyens? Ça, c'est la première question. Est-ce que vous voulez que non, on y répond? Je vais répondre à celle-là, à la première. Je vous rassure, Mme Berlinkels, nous avons un fermier. Les analyses d'eau, comme il s'agit d'eau potable, c'est-à-dire qu'elle est filtrée et traitée, les analyses d'eau sont faites quasiment, on va dire, plusieurs fois par jour. Elles sont faites sur le moment, si vous voulez, mais il y a des prélèvements qui sont faits et on confirme que l'eau n'est pas impropre à la consommation et qu'elle est bien potable. Moi, je vous dirais simplement une chose, c'est que la station de potabilisation, j'en entendais parler quand j'ai pris les rênes de cette commune il y a 25 ans. Vous voyez, bon, alors je vous dis, bon, peut-être que maintenant elle est plus obsolète qu'à ce moment-là, ça me paraît évident, on va s'en préoccuper, c'est un investissement qui me paraît très important, je crois que c'est 3 millions d'euros, non? C'est 3 millions d'euros, donc vous voyez, c'est quand même pas un petit investissement. Il y a des choix techniques à faire là-dedans. Bon, permettez à l'équipe qui est en place depuis maintenant 7 semaines, peut-être de ne pas avoir encore choisi quand elle allait changer la station de potabilisation, mais je vous rassure, il n'est pas question de ne pas livrer d'eau impure à la consommation à nos concitoyens. Le fermier, enfin le délégataire, puisqu'on appelle plus ça un fermier, mais le délégataire,
qui est la Société des eaux de Marseille, livre une eau qui est potable. À moins que ça soit peut-être dans votre esprit autre chose, c'est-à-dire que pensant qu'une station de potabilisation, ça va augmenter les possibilités de livrer de l'eau à de nouvelles constructions. Monsieur le maire, lorsque nous étions en commission finances, j'avais posé cette question. Et je vais vous dire la réponse que vous m'avez faite à ce moment-là. Vous m'avez dit, oh là là, l'ancienne municipalité avait des idées de grandeur, de plein d'habitants à venir à Pont-Bel-Air, etc. Ouh là, bon, ben, d'ici là, on verra. Voilà la réponse que j'avais eue. Donc, ben, c'est très bien. J'ai été plus précis, là. Voilà. Donc, vous avez été très précis, mais vous avez évité quand même de dire que vous avez été plus précis, mais je veux dire, c'est une réponse que vous avez faite. La première n'en était pas une. Nous étions en commission, chère madame. Là, nous sommes en conseil municipal. C'est un débat qui est public. Donc, je pense qu'il faut que j'ai du respect vis-à-vis de la conseillère municipale que vous êtes. C'est ce que j'ai exprimé en commission. Les choses sont beaucoup plus tranquilles. Très bien, je note. Alors, nous avons appris le 7 mai dernier à 9h30 qu'il y avait le jour même, à 12h, une réunion de la commission appel d'offres pour l'ouverture des clés relatifs à la révision générale du PLU. Au-delà du fait que nous en ayons été informés le jour même, nous souhaiterions comprendre plusieurs points. Quel est le bien fondé d'une telle étude et le montant alloué, dans la mesure où notre PLU a été voté à l'unanimité en décembre 2013 et que les frais d'études pour le mettre en place ont déjà coûté à la population boucaine plus de 400 000 €. Que souhaitez-vous, monsieur le maire, revoir dans ce PLU, alors qu'il est aujourd'hui cité en exemple par les services de l'État? Et enfin, nous aimerions connaître en outre la date exacte du lancement de cet appel d'offres. Bien, madame la conseillère municipale, simplement, ça vous a été précisé tout à l'heure en commission, donc vous auriez pu peut-être revoir votre question en fonction de ce qui a été dit tout à l'heure, puisque le maire n'était pas obligé de faire une commission d'appel d'offres. Mais comme nous avons dit, et nous le montrons encore ce soir, que par le biais de l'enregistrement en vidéo, tout est transparent chez nous, qu'on a même fait une commission d'attribution des logements sociaux, on n'a aucun problème de ce côté-là. Vous avez été convié en tant que représentant de l'opposition à cette commission d'appel d'offres, dont nous n'avions pas l'obligation, de réunir, pardon. Donc soyons clairs. Alors, je reconnais, ça c'est vrai, mais c'est un problème administratif. Et j'ai ici sous les yeux vous avez envoyé un courriel le vendredi 16 mai à monsieur le directeur général des services, où vous dites que vous êtes président de groupe d'opposition, enfin, voilà, c'est une chose, et il vous a répondu, n'ayant pas eu le temps de vous contacter dans la journée, je vous envoie ce courriel pour vous tenir informé des suites de notre rencontre de mercredi soir. Vous voyez, la mairie vous est ouverte, c'est une maison de verre, nous sommes transparents. Concernant le document pour vos comptes de campagne, Christine Batelot m'a fait signer cet après-midi, et j'espère que vous l'avez récupéré. Vous voyez, c'est bon. Je n'ai même pas tout lu, mais on m'a dit, voilà ce qui est en. Au sujet du loupé de la réunion pour l'ouverture des prix de mercredi, j'ai fait mon enquête comme promis. Si vous voulez que je vous explique ce qui s'est passé, je peux le faire à l'occasion. Ce qui est certain, c'est qu'il ne s'agissait pas d'une volonté du maire, surtout qu'il n'a pas apprécié que vous n'ayez pas été prévenu pour participer à la réunion. Comprenez-vous bien que j'ai souhaité que la commission soit réunie, une commission d'appel d'offres. Si c'est pour faire au sein de la majorité, ça ne m'intéresse pas. La transparence, c'est vous qui devez la contrôler. Donc, il vous dit, il avait souhaité réunir les membres de la commission d'appel d'offres, alors que rien ne l'y obligeait, eu égard au montant du marché à venir, pour travailler en toute transparence. Il s'agit malheureusement d'une erreur humaine d'agent, qui de plus ne m'avait pas alerté sur le fait que certains membres de la commission n'avaient pas été prévenus. Croyez que je regrette et j'espère que les consignes que j'ai données ce matin empêcheront qu'un tel incident ne se renouvelle. Signé Thierry Gus. Voilà. Monsieur le maire, c'est pas le plus important, effectivement. Ah ben attendez. Bon, maintenant. C'est pas le plus important, effectivement, monsieur Gus m'a expliqué. Là, vous ne répondez pas aux questions.
C'est-à-dire, pourquoi, qu'est-ce que vous voulez changer dans ce PLU qui aujourd'hui est cité en exemple? Madame Aubert-Nickel, simplement, je voudrais vous dire une chose, c'est que la commission d'appel d'offres a attribué, et vous y étiez cet après-midi, donc vous avez le montant. C'est pour ça que je dis qu'à la limite, vous étiez, c'était il y a 2 heures. Laissez-moi finir. Non, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Les questions orales que vous posez, c'est questions-réponses. Autrement, on ne va pas recommencer les débats. Vous étiez cet après-midi en commission d'appel d'offres. Vous y êtes venu, elle a été convoquée il y a 1 semaine. Bon, donc sachez-le, on n'était pas obligé de la convoquer, j'ai tenu à ce qu'on la convoque. Vous y étiez, vous avez eu la réponse à vos questions, puisque vous avez vu le montant qui a été attribué, vous avez participé. Vous avez voté contre, c'est votre problème. Vous assumez vos votes, c'est votre problème. Je dis simplement que nous, c'est dans la transparence. Par contre, ce que l'on veut faire, c'est mettre en place notre projet municipal que nous avons proposé aux électeurs de Bouguelère. Et de ce côté-là, je crois qu'il y a une majorité qui est incontestable. Il ne faut pas dire incontestée. Le règlement intérieur, j'ai répondu à vos questions, mais vous avez l'occasion de noter cet après-midi en commission d'appel d'offres le montant. Par contre, la CAO, c'est simplement pour donner un bureau d'études. Vous me parlez de 400 000 €, c'est peut-être ce qu'ont dépensé les autres. Mais en tout cas, vous avez le montant, et je vous serai reconnaissant et avoir l'honnêteté de dire à qui nous l'avons attribué et pour combien. Nous sommes en conseil municipal. Voilà, vous voulez que je le dise moi? Monsieur le maire, il me semble que la commission qui s'est réunie à 17 h aujourd'hui, moi je n'ai pas, normalement c'est une commission qui n'a pas, d'après ce que certains à la mairie m'ont expliqué, ce n'est pas, pour l'instant, les décisions qui ont été prises ne sont pas divulgables. Vous avez votre travail à faire. Donc je ne suis pas là-dessus. Si j'ai posé la question, c'est tout simplement pour que tout le monde le sache. Pourquoi, tout simplement, vous souhaitez aujourd'hui revoir ce PLU qui est cité en exemple. Pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez faire changer, réviser, alors qu'il est aujourd'hui cité en exemple? C'est la question que je vous pose. La réponse à certaines questions. Madame la conseillère municipale, je vous ai répondu que vous n'approuviez pas notre projet politique présenté au bouquin. C'est votre problème, vous êtes l'opposition. Nous mettons en application ce que nous avons dit. C'était écrit noir sur blanc dans notre projet municipal, c'est nous remettons en cause le PLU qui a été voté. Alors vous ne voulez pas dire le montant de la somme, vous m'avez écrit que ça coûtait 400 000 €, c'est ce que ça a coûté aux autres. Nous, le marché que nous attribuerons, c'est moi qui vais le signer, mais à la suite de la commission d'appel d'offres, c'est en toute transparence, il est de 62 000 €. Voilà, terminé. Voilà. Donc on est à peine à 15% de ce que ça a coûté, excusez-moi, l'équipe précédente, ou tout au moins avant. Je suis obligé de le dire. Le PLU, c'est plusieurs études, monsieur le maire. Là, c'est la première que vous avez lancée pour la révision générale du PLU. Ça veut dire qu'il y en aura peut-être d'autres. Et de toute façon, quand je vous dis que ça a coûté plus de 480 000, c'est 400 000, ça a coûté, je crois, 480 000 € pour mettre en place un PLU qui a été voté en décembre 2013. Et déjà là, vous voulez complètement le changer. C'est décembre 2012, premièrement. Et deuxièmement, je vous ai dit que nous appliquons notre projet que nous avons proposé aux électeurs, qui s'appelle Bouguelère Ville Nature. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Bouguelère Ville Nature, monsieur le maire? Écoutez, on va pas, s'il vous plaît, on ne va pas faire la campagne électorale. Vous avez des documents qui ont été fournis dans toutes les boîtes aux lettres de Bouguelère, donc on ne va pas recommencer ce que nous avons fait pendant quelques semaines. Bon, alors, sachez une chose, c'est que les questions, c'est pas un débat, c'est questions-réponses. Donc, je vous prie de me donner les questions conformément au règlement intérieur, dans les délais qui sont prévus au règlement intérieur. Nous vous répondrons, que ce soit le maire ou quelqu'un d'autre vous répondra au conseil municipal qui suit. Si vous ne les donnez pas dans les temps, on répondra au conseil municipal d'après, c'est tout. Et ce n'est pas un débat. Ce n'est pas à vous à faire l'ordre du jour du conseil municipal. Nous répondons aux questions. C'est normal, vous êtes conseiller municipal, vous représentez une partie de la population de Bouguelère, et ces questions-réponses. Voilà. Sur ce, mes chers collègues, je crois qu'on a fini avec l'ordre du jour. Hein, il y avait les 2 questions, on a répondu. La prochaine fois, vous en poserez, je vous fais confiance là-dessus. Donc je vous souhaite à toutes et à tous un bon appétit et une bonne soirée.